Le guide de préparation du budget, qui est un instrument fondamental pour les préparations du budget concernant les ministères, qui était prévu en 1995, finalement, après la réforme des classifications budgétaires de cette période, est insuffisant et en fait très limité. Il n'apporte aucun soutien dans la préparation du budget pour l'ensemble des services financiers des ministères. Donc ce guide est absolument à revoir, car il ne donne aucune indication sur les conditions de préparation de réel budget. Enfin, le problème le plus important concerne la législation. La législation concernant les problèmes budgétaires reposent sur deux textes principaux. Tout d'abord, la Constitution, particulièrement dans les articles 81 à 89, et d'autre part, donc, la loi sur la comptabilité, enfin le décret-loi plus exactement, puisque cette loi n'a jamais été votée, le décret-loi de 1963, donc, qui concerne dans un certain nombre d'articles la préparation du budget. Alors, qu'est-ce que l'on peut en dire? D'une part, en ce qui concerne la Constitution, les articles concernant la préparation du budget datent pour la majorité de ces articles de 1926 et de 1927. Ces articles sont anciens, étaient peut-être dans la forme et dans le fond compréhensibles pour la période, mais à l'heure actuelle, donc, ils ne correspondent plus d'une part à la compréhension de la préparation du budget telle qu'on peut la concevoir, et d'autre part, ne concernent plus aussi la situation économique du pays telle que cela a été prévu dans les années donc, du mandat français. Ces articles, en particulier donc l'article 83, posent un problème concernant le vote du budget et la préparation du fait du budget, puisqu'il est indiqué dans cet article 83 que le budget doit être voté par article et aucune définition de l'article n'est précisée. Quel est le contenu de l'article? Selon les personnes interrogées au niveau donc, législative, au niveau soit de Conseil constitutionnel ou Cour des comptes, la réponse est différente et n'est pas très précise. Est-ce que c'est, dirons-nous, au niveau des ministères, des grandes subdivisions du budget, c'est-à-dire le budget est réparti par ministère, est-ce cela le titre? Ou bien est-ce que c'est aussi par grande catégorie de nature de dépenses concernant les moyens mis à la disposition des ministères? Donc cela n'est pas précisé dans la Constitution. Une précision cependant existe dans le décret-loi de 1959 qui donne, dirons-nous, une répartition des dépenses par moyens mis à la disposition des différentes unités administratives, grandes unités administratives. Mais enfin, la question demeure et en fait, on ne sait pas ce que veut dire effectivement le contenu du titre. Par ailleurs, d'autres articles posent problème. L'article 84, puisqu'il indique une grande rigidité concernant l'adoption du budget par le Parlement, puisque les parlementaires ne peuvent pas modifier le contenu du budget présenté par l'exécutif, mais d'un autre côté, si le budget ne peut pas être modifié dans le fond et dans la forme, une fois que le budget est adopté, les parlementaires peuvent voter des dépenses nouvelles. Le seul problème qui se pose dans la compréhension de ce texte, c'est donc de quelle façon ces dépenses peuvent être exécutées. Doivent-elles se retrouver dans un budget ou sont-elles des dépenses qui sont faites hors budget? Le texte est assez peu clair à ce sujet. Donc, au niveau de la Constitution, il y a effectivement un certain nombre de problèmes qui posent des difficultés dans toute modification de la législation future. D'autre part, la loi de 1963, qui est la base actuelle de gestion des finances publiques,
est une base, dirons-nous, qui remonte en fait aux années 1950, avec au départ la loi de 1951 sur la comptabilité publique, reprise dans une loi de 1953 sur un décret-loi, d'ailleurs il faut bien le dire et préciser qu'à partir de la loi de 1951, toutes les autres règles législatives qui ont été faites jusqu'en 1963 n'ont jamais été adoptées en fait par le Parlement, puisqu'en fait ce sont des décrets-lois qui ont été faits en vertu de l'article qui précise que si les documents législatifs ne sont pas adoptés selon la procédure d'urgence dans les 40 jours, ceux-ci deviennent, dirons-nous, automatiquement ordonnances et sont signés directement par le président de la République. Donc en fait, la loi de 1963 reprend les décrets-lois auparavant de 1953-1954 et surtout le décret-loi de 1959 qui avait, dirons-nous, été le dernier décret-loi reprenant en totalité et faisant des modifications importantes sur la gestion des finances publiques. Alors, on peut considérer que, d'une part, ces décrets-lois sont difficilement applicables à l'heure actuelle. D'une part, ils ont une nature de droit, de loi, en fait. Donc, s'il faut les modifier, il faut qu'une loi les modifie, puisqu'ils ont valeur de loi. Et en fait, ces décrets-lois depuis donc, celui de 1953 sont des décrets-lois très importants au niveau de la forme, puisqu'en fait, dépassent pour certains 300 articles, alors qu'en fait, le contenu à l'intérieur est de nature très différente. On peut dire qu'une partie des articles concerne donc des lois de premier niveau, d'autres de deuxième niveau, et quelquefois des articles qui sont du niveau de la circulaire du ministère des Finances. Donc en fait, si l'on veut modifier ces articles pour des raisons bien compréhensibles, puisque ce qui était faisable, ce que l'on faisait dans les années 50 ne se fait plus dans les années 2000-2010, donc il faut une loi pour changer les modalités concernant certaines opérations. Donc ce qui crée, dirons-nous, une rigidité complexe dans ces documents législatifs, puisqu'en fait, à la fois les principes et d'autre part les applications de ces principes sont du même niveau. Donc ceci entraîne qu'en fait il s'agit de revoir ces documents législatifs pour avoir, dirons-nous, plus de souplesse pour les adapter aux besoins actuels. Alors, parmi les problèmes concernant la préparation du budget complémentaire que l'on trouve depuis 2006, il faut indiquer que depuis 2006, effectivement, le budget n'a jamais été adopté pour des raisons, dirons-nous, diverses, mais surtout politiques, entraînant, dans la majorité des cas, l'utilisation de règles peu claires et sujettes à contestation. À cela, donc, il se trouve que, à l'heure actuelle, on parle d'une référence au budget 2005. Ce budget 2005, bon, certes, a été approuvé. Le problème de ce budget 2005, c'est que, en fait, il a été approuvé d'une façon que l'on peut considérer comme non constitutionnelle, puisque l'article 83 précise que le budget doit être approuvé avant le commencement de l'année de l'exercice qu'il concerne. Or, le budget 2005 n'a pas été approuvé en 2004, n'a pas été approuvé en 2005, mais il a été approuvé en 2006. Donc là aussi, on peut se poser sur la validité de la référence du budget 2005 pour étudier les dotations que le gouvernement utilise depuis cette période. D'autre part, le gouvernement et d'autre part l'ensemble des utilisateurs prennent en compte la règle du 12e
provisoire. Cette règle du 12e provisoire est indiquée certes dans la Constitution, mais cette règle n'est valable que d'un mois lorsque l'on regarde l'article qui le concerne, c'est-à-dire l'article 86. Donc, en fait, est-ce qu'on peut utiliser la règle du 12e? Lorsque l'on regarde la loi de 1960, le décret-loi de 1963, on constate aucune modalité pour la mise en place, dans l'article 60 de cette loi de 1963, aucune modalité pour la mise en place de l'utilisation du 12e provisoire. Donc, à l'heure actuelle, on utilise les 12e provisoires sans autorisation parlementaire, ce qui, dans la majorité des pays utilisant quelquefois cette procédure de 12e provisoire, demande toujours l'autorisation du Parlement. Certes, en ce qui concerne l'exercice 2006, il y a eu autorisation parlementaire, mais depuis 2006, il n'y a plus jamais eu d'autorisation parlementaire pour ces 12e provisoires. Donc on peut se poser des questions, effectivement, sur la validité juridique de la règle du 12e provisoire que l'on applique encore à l'heure actuelle. Autre part, on assiste aussi à un phénomène qui est donc le report de crédit. Le report de crédit, en fait, concerne des crédits qui auraient été, dirons-nous, adoptés par le Parlement sur des budgets et qui n'auraient pas été donc dépensés, qui n'auraient pas fait l'objet donc de dépenses pendant l'exercice donné. Le décret-loi de 1963 prévoit des conditions de report. Mais en fait, on s'aperçoit que, en particulier pour des opérations d'investissement, on a des reports de crédit depuis une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Est-ce que ces reports, et ils ne sont toujours pas utilisés, est-ce que ce phénomène est encore, dirons-nous, valable, ces règles automatiques de report de crédit? Par ailleurs, ce problème des reports de crédit peut être intéressant pour des opérations d'investissement financées sur des fonds extérieurs, mais si ce sont des reports de crédit à financer sur des recettes ordinaires, le problème se pose sur l'équilibre du budget, puisque ces reports de crédit ne figurent pas dans le document budgétaire qui doit indiquer effectivement comment est financé l'éventuel déficit du budget. Donc, en fait, on prépare un financement du budget en, dirons-nous, par rapport dépenses-recettes, puisque depuis 1990, le budget est voté toujours avec un déficit, compte tenu du coût de la dette et des intérêts donc, qui représentent le premier poste du budget. Donc, si on ajoute en plus les reports de crédit, on s'aperçoit que la prévision budgétaire au niveau du financement est faussée. Enfin, il y a une constatation que l'on fait à l'heure actuelle, c'est la nature des crédits eux-mêmes, aussi donc qui est liée à la nature spécifique de la loi budgétaire. La loi budgétaire est, comme le précisent les premiers articles de la loi de 1963, d'ailleurs qui ont repris ceux de 1959, pour indiquer clairement que le budget était une loi d'autorisation. Cette loi ne crée pas un droit de dépenser, mais une autorisation de dépenser si effectivement les conditions de financement sont là et ne mènent pas, dirons-nous, à des problèmes trop importants au niveau du financement. Enfin, il faut indiquer aussi l'existence de la période complémentaire qui est un frein, dirons-nous, à la transparence dans la connaissance des situations budgétaires et de l'exécution. Alors, les réformes qui sont mises en place dans le cadre de la préparation du budget sont de plusieurs domaines. D'abord, du côté administratif, c'est effectivement la création de la mise en place d'une unité macroéconomique à la direction du budget pour compiler les informations macroéconomiques
qui concernent effectivement la croissance, l'inflation et les autres données macroéconomiques importantes pour la connaissance de la situation économique et ses répercussions sur la politique budgétaire. Ensuite, effectivement, la mise en place de cette unité macroéconomique à la direction du budget a pour but aussi de lier la politique budgétaire à la politique économique du gouvernement. Enfin aussi, un travail important est de préparer les études d'impact sur les changements de politique. Les actions de réforme portent aussi sur la transparence budgétaire. Alors, la première des activités donc, concernant la transparence, c'est revoir la présentation budgétaire. La présentation budgétaire était basée sur le manuel de statistiques de finances publiques de 1986, qui, dans les réformes qui ont été mises en place en 1996, dont, à l'heure actuelle, donc, cette base de réforme a été modifiée sérieusement dans le document de 2001. Donc, il conviendrait donc de revoir les classifications, la nomenclature budgétaire en fonction de ces bases de 2001. En plus, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure des années, la classification fonctionnelle présente en 1996, même si, dirons-nous, elle est plus ancienne que celle présente, a perdu de sa valeur, a perdu de sa compréhension. Donc, il convient d'améliorer la classification fonctionnelle, de mettre en place aussi, dirons-nous, la nouvelle classification proposée par les Nations Unies, donc, qui date des années 2000, de façon à être plus transparent au niveau des objectifs du gouvernement. D'autre part, il convient aussi d'améliorer la classification économique qui, elle aussi, a eu les mêmes problèmes que la classification fonctionnelle, puisqu'en fait, certains paragraphes du document budgétaire sont des paragraphes qui ne sont pas de nature économique, mais qui sont plutôt de nature administrative, voire d'une classification donc concernant des objectifs peu clairement définis. À cela, il faut ajouter que les classifications budgétaires, qui sont normalement des classifications donc, numériques, ont été complétées par des classifications non numériques, ce qui pose des soucis importants en ce qui concerne leur traduction dans les programmes informatiques. Par ailleurs, il convient aussi d'améliorer le champ du budget à la demande effectivement du Parlement concernant le budget 2010 lors de l'examen du projet de budget 2010. Donc, il a été fait une demande donc, pour introduire certaines opérations qui se trouvaient hors du budget dans le budget général. Donc, d'une part, les projets financés par les bailleurs de fonds sont maintenant inclus dans le budget. D'autre part, les dons, l'ensemble des dons que reçoivent les différents ministères, que reçoit le gouvernement, doivent être inscrits dans le budget général, même si ces dons ne sont pas des dons qui retracent des opérations financières au niveau du Liban. Enfin, un grand travail au niveau de cette sous-composante est l'amélioration de la législation. Donc, c'est l'amélioration de la loi sur la comptabilité publique, qui est donc ancienne, puisqu'elle date de 1963, mais en fait remonte aux années 50, avec 249 articles. Cette loi donc a des problèmes sur le fond. Elle concerne aussi des modifications et des améliorations qui doivent se faire
sur la préparation, sur l'organisation, sur la clôture du budget. Donc il y a eu de grandes controverses au Parlement, donc à la fin de l'année 2010, sur la clôture du budget. Le problème qui se pose effectivement sur la clôture du budget, il faut bien indiquer que si il en est fait mention dans la Constitution, dans son article 87, il n'en est pas de même sur la clôture du budget en ce qui concerne la loi de 1963, puisqu'en fait, dirons-nous, cela se résume à quelques articles, malgré que cela soit une loi de 249 articles, concernant la clôture du budget et sa forme, et donc les articles sont très limités dans ce domaine. D'autre part, le rôle de la Cour des comptes est peu étendu sur la clôture du budget elle-même. Alors, donc, un comité a été mis en place pour faire des propositions d'amélioration de cette loi. Les propositions concernent un certain nombre d'actions qui ont été déjà mises en place quelquefois dans les propositions présentées dans les circulaires budgétaires de 2011 et 2012. Cela concerne les reports à nouveau, des périodes complémentaires, d'autre part des actions importantes qui sont actuellement en place ou en discussion concernent le compte unique du Trésor, les budgets complémentaires, la gestion de trésorerie et aussi donc qui figure d'ailleurs depuis les circulaires budgétaires de 2009, la notion de cadre à moyen terme. Alors, pour faire avancer l'ensemble de ces réformes, il est important, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous sommes ici, c'est effectivement les besoins de formation. Alors, pour mettre en place donc ces réformes qui sont relativement nouvelles, il y a un besoin urgent de formation du personnel, de la direction du budget et des directions financières des ministères. Donc effectivement, dans ce domaine, on compte effectivement sur l'assistance de l'Institut des finances pour aider à cette formation. Alors, d'une part, une formation générale sur les principes des finances publiques, une formation sur les réformes, une formation sur la préparation du budget auprès de l'ensemble des ministères. Il faut indiquer que cette formation sur pour l'ensemble des ministères, des services financiers des ministères, se fait maintenant depuis 2010 avec l'aide de l'Institut des finances et avec l'aide du projet FMIS pour présenter donc la circulaire budgétaire et pour présenter effectivement les nouveautés concernant donc le budget. À ce sujet, il faut ajouter effectivement que d'une part, on présente le budget et ce qui est proposé pour le budget futur, mais aussi effectivement certains aspects qui auparavant n'étaient pas proposés aux services financiers, comme, dirons-nous, une initiation, dirons-nous, aux répercussions de la dette dans le budget. D'autre part, en ce qui concerne la formation, donc, le projet FMIS finance aussi des formations à l'extérieur. Alors, je vais vous parler maintenant de la sous-composante exécution du budget. Cette sous-composante du budget, exécution du budget, est fort importante. Elle porte sur des aspects concernant la gestion de la trésorerie, l'amélioration des structures permettant les contrôles, et enfin, dirons-nous, l'informatisation, le traitement informatique de l'exécution des opérations du gouvernement. En ce qui concerne l'appui concernant la gestion de trésorerie, deux grandes actions ont été mises en place. D'une part, tout d'abord,
une analyse de la situation concernant la gestion de trésorerie avec le besoin, on s'en est aperçu, de créer un service, en fait un département au sein de la direction du Trésor, sur la gestion donc de la trésorerie, puisque cette gestion n'existait pas et en fait avait des répercussions sérieuses sur le coût de l'exécution du budget, puisqu'en fait, d'un côté, existaient des disponibilités qui n'étaient pas utilisées, et d'un autre côté, il était fait appel donc à des bons du Trésor pour financer, des besoins conjoncturels de trésorerie, alors qu'il existait des liquidités d'autre part. Bon, il y avait aussi un grand problème au niveau, dirons-nous, des relations sur les comptes du Trésor à la Banque centrale, qu'il convenait effectivement d'étudier de près de façon à limiter, dirons-nous, le besoin d'émission de bons du Trésor. Donc, il a été mis en place donc un département spécifique concernant la gestion de trésorerie, donc appelé au Liban donc le département du cash management, qui a permis d'améliorer effectivement la gestion de trésorerie, mais il n'en reste pas moins qu'il existe encore des soucis concernant la gestion du cash des différents postes comptables locaux qui finalement ne transfèrent pas ces montants au niveau central pour différentes raisons. Alors, le second problème qui s'est posé, effectivement, c'était l'organisation des structures du ministère des Finances pour améliorer le contrôle. À l'heure actuelle, il faut bien dire que le ministère des Finances du Liban est un ministère qui ne possède pas de corps d'inspection. Ceci est dommageable justement au bon fonctionnement des services, à la fois au niveau du ministère lui-même et des services déconcentrés. Ce corps de contrôle et d'inspection donc a besoin d'être créé, un corps de contrôle, enfin de contrôle interne aussi. Il existe simplement donc un corps de contrôleurs de l'engagement, mais ce n'est pas suffisant pour exercer un contrôle interne concernant le bon fonctionnement du ministère des Finances. Des études sont en cours concernant l'amélioration de son contrôle et devraient donc voir le jour rapidement, avec cependant dirons-nous, un problème qui est lié au fait qu'on envisage au niveau de l'ensemble de l'administration donc une révision complète des contrôles internes. Et donc, ce qui peut être fait au ministère des Finances est lié à ce qui pourra être fait dans le futur au niveau de l'ensemble des autres administrations, et ceci, c'est dans le cadre donc du ministère chargé de l'organisation de la réforme administrative, dans lequel, en fait, bon, il y a un travail important qui est fait en cours, mais qui donc prend plus de temps que prévu en ce qui concerne la mise en place de ces structures de contrôle. D'autre part, en ce qui concerne la sous-composante exécution du budget, un travail actuellement très important est fait au niveau du traitement des données. Le traitement informatique à l'heure actuelle, tel qu'il a été fait, pensé au départ, était un traitement informatique qui était, dirons-nous, conçu en fonction des besoins qui se rencontraient, à savoir que l'accent au départ a été mis en particulier sur les recettes, ensuite sur la comptabilité de l'État, mais au niveau de ses relations du compte du Trésor à la Banque centrale pour pouvoir contrôler l'ensemble des opérations provenant de la Banque centrale
par rapport aux opérations de dépenses et de recettes du gouvernement. Mais ceci a entraîné donc un ensemble de programmes différents, mais qui ne sont pas liés. Ce qui entraîne qu'en fait, il n'existe pas, dirons-nous, une base de données globale concernant les opérations du gouvernement, permettant de dégager à la fois une comptabilité budgétaire complète et exhaustive, et une comptabilité financière, elle aussi complète et exhaustive, et toutes les deux en relation sur la même base de données, permettant, dirons-nous, d'avoir des données fiables et précises, à la fois au niveau global et au niveau microéconomique et au niveau micro des opérations du gouvernement. Donc, à l'heure actuelle, le premier travail qui est dirons-nous, en action est de savoir effectivement, de pouvoir écrire effectivement le contenu des programmes existants utilisés par le service informatique du ministère pour pouvoir ensuite déterminer quelle sera la meilleure façon pour mettre en place donc cette base de données globales permettant d'avoir des informations homogènes et complètes. Enfin, ce service permettant d'avoir des données homogènes et complètes doit être complété par une analyse de production des données concernant l'exécution des opérations du gouvernement. Donc le projet EFMIS est aussi engagé pour la mise en place d'un cadre, dans le cadre des réformes mises en place d'ailleurs dans l'ensemble des pays du monde suivant les normes IPSAS, pour installer au Liban donc un système permettant de retracer les données selon des normes internationalement admises, permettant donc d'avoir un ensemble de données complètes, exhaustives, précises, et permettant d'avoir l'information transparente des opérations du gouvernement. C'est le but la deuxième composante, exécution du budget du projet EFMIS. Voilà ce que je voulais vous présenter en ce qui concerne les actions donc, du projet EFMIS concernant donc la composante gestion des finances publiques concernant le Liban. Je vous remercie. Voilà. Comment atteignons-nous ce truc?
personne. Voilà, voilà, c'est terminé. Ah, c'est quoi? C'est terminé. Ah, c'est bon, c'est la dernière slide? Oui, oui, oui. D'accord. Voilà, l'affaire, je ne voulais pas toucher, me disant, Oui, j'ai quelquefois des ennuis avec mon ordinateur. Oui, quand, pas de problème. quand je ne touche pas, comment on arrête la chose. Donc là...